Bonjour, je me présente, je m'appelle Quentin Perrier, responsable des études au Haut Conseil pour le climat, et je suis chargé aujourd'hui d'ouvrir le volet transport et mobilité de ces 24 heures du climat. Alors, en guise d'introduction à ces 4 tables rondes, je voudrais commencer par planter le décor. Le transport, c'est aujourd'hui 31% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. 31%, donc un gros tiers, pas un petit tiers. Alors, si on découpe ces 31%, on a 50%, ce sont les voitures des personnes et des entreprises, 25% les poids lourds, 15% pour les véhicules utilitaires. Donc, on a un gros bloc de voitures, un gros bloc de transport de marchandises, et ensuite, on a 4% d'aviation et 3% de maritime et autres. C'est donc un enjeu majeur pour le climat, surtout que ces émissions n'ont pas baissé depuis 2009. On a même une remarquable stabilité depuis 2009, alors que tous les autres secteurs ont vu leurs émissions réduire. C'est donc un enjeu majeur pour le climat de réduire les émissions, et il faut aussi tenir compte des autres externalités. On a des émissions de particules fines très importantes liées au transport et de NOx, qui sont responsables de 48 000 décès par an, selon une étude récente. On a aussi des nuisances liées au bruit, chiffrées à 100 milliards par an, selon l'ADEME, et on a des problèmes de congestion. Donc, comment réduire toutes ces émissions en prenant en compte les externalités? Surtout que se déplacer, c'est un enjeu majeur. Comment vivre sans se déplacer? Comment concilier climat et mobilité? Je pense que ça va être vraiment l'objet de ces 4 tables rondes. Et comment, après ce qu'on a connu en France, les gilets jaunes, les bonnets rouges, comment on sort de ce qui pourrait ressembler à une impasse? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une feuille de route. On a la stratégie nationale bas carbone, dit SNBC pour les intimes. Cette feuille de route fixe l'objectif pour la France, qui est vraiment la neutralité carbone en 2050. Et c'est vrai, cette feuille de route est détaillée secteur par secteur. Et pour les transports, c'est aussi l'objectif zéro carbone en 2050. Alors 2050, c'est un peu loin, donc on a un objectif intermédiaire. Jusqu'à présent, l'objectif de la France, globalement, c'était moins 40% en 2030 par rapport à 1990. Et en ce moment, comme vous le savez peut-être, le nouvel objectif européen, c'est moins 55% d'émissions en 2030 par rapport à 1990. Ce qui veut dire que, alors que les émissions sont stables, les ambitions sont encore plus élevées. Donc, il y a vraiment une marche très haute qui nous attend. Alors, on a la stratégie globale. Maintenant, comment on peut y arriver? Je pense que pour ça, c'est important de distinguer 3 gros volets qui dépendent des besoins en fait, de mobilité. On a tout un volet sur les mobilités du quotidien, c'est-à-dire aller au travail, aller chercher ses enfants à l'école, etc. On a tout un volet pour les mobilités des personnes sur de longues distances, donc on traverse la France, que ce soit en avion, en train ou en voiture. Et puis, on a un autre volet qui est le transport de marchandises. Donc, je vais regarder successivement les enjeux pour ces 3 grands volets. Pour la mobilité des personnes au quotidien, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu un bonus-malus depuis 2009, il y a un forfait mobilité durable récemment, enfin, plein de choses qui ont été faites, mais qui sont visiblement pour l'instant insuffisantes. Je pense qu'il y a quand même 3 grands mouvements tectoniques qui donnent un peu d'espoir aujourd'hui. Le premier, c'est le progrès technique du véhicule électrique. On voit que les coûts du véhicule électrique ont baissé de façon drastique ces dernières années. Le véhicule électrique pourrait même arriver à parité de coûts avec les véhicules thermiques assez rapidement, en 2027, selon une étude récente de Transport et Environnement. Donc, vraiment, une bonne nouvelle. L'autre mouvement tectonique, ce sont les normes européennes. Il y a une norme européenne sur les émissions des véhicules, les émissions de gaz à effet de serre des véhicules qui est entrée en vigueur en 2020 et qui a entraîné une chute drastique des émissions dès 2020, qui s'applique aux constructeurs, donc cette norme, sous peine de pénalité. Et elle va continuer à se renforcer petit à petit. Il y a aussi une norme euro sur les émissions des particules fines pour le coup et autres polluants locaux. C'est ce qu'on connaît avec les vignettes critères, qui va être un accélérateur. Et puis il y a la question d'interdire les véhicules thermiques. La Commission européenne propose 2035, interdiction complète de vente de véhicules thermiques. Et on voit que c'est aussi un accélérateur. Donc il y a plein de choses qui se passent au niveau européen, qui ne sont pas parfaites, qu'il faut continuer à améliorer, mais c'est quand même un mouvement fort. Et enfin, le troisième mouvement tectonique, c'est le Covid. Alors, on manque un peu de recul sur ce qui va rester de façon durable ou pas, mais on voit quand même des choses très fortes sur les transports en commun, sur l'usage du vélo, sur l'usage de la voiture, sur le télétravail. Donc, 3 mouvements tectoniques qui peuvent permettre de réduire les émissions. Alors, j'ai beaucoup parlé de voiture pour l'instant, mais je tiens à préciser que la voiture et l'électrification en particulier n'est sans doute peut-être pas l'unique solution.
Je pense qu'on peut repartir de besoins et actionner tous les autres leviers, donc transport en commun, vélo, covoiturage, tout ce qui va être question d'urbanisme. Il faut vraiment qu'on explore tous les leviers en repartant des besoins. Et peut-être un chiffre pour illustrer cela. Aujourd'hui, lors des trajets de moins de 5 km, plus de la moitié, 60%, sont faits en voiture. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres façons de se déplacer? Donc ça, c'était le volet mobilité du quotidien. Ensuite, on a la mobilité des longues distances. Alors là, ça pose bien sûr la question de... là, je voudrais dire un mot sur l'aviation, où on dit souvent l'aviation, finalement, c'est une part très faible des émissions mondiales. Est-ce que c'est vraiment un sujet? Et j'ai dit en introduction que c'était 4% des émissions intérieures. Je pense qu'il faut quand même être prudent avec ce chiffre pour deux raisons. La première, c'est que souvent, quand on parle des émissions intérieures, voilà, on ne parle pas du coup des émissions internationales, des vols internationaux. Si on ajoute les vols internationaux qui arrivent ou qui partent de France, l'aviation représente déjà 15% des émissions liées au transport. Donc, c'est déjà un peu plus important. Et en plus, il faut savoir que pour l'aviation, il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a tout ce qui est les traînées de condensation qui ne sont pas incluses et qui entraînent un réchauffement. En fait, le réchauffement est aussi important que les GES. Donc, il faudrait faire x2, voire x4, selon les dernières études, pour l'aviation. Donc, on serait au moins à 25% des émissions des transports liées à l'aviation. Donc, on voit que l'aviation a un enjeu, surtout que ce sont des émissions qui augmentent, puisque c'est quelque chose qui est en plein essor avec le low cost. Donc, dans la mobilité, il va y avoir, à longue distance, il va y avoir un enjeu de report modal, quand on peut aller vers plus de trains. Et il y a des choses qui ont été faites, il y a 35 milliards qui ont été débloqués pour acheter la dette de SNCF Réseau. Donc, on a fait des choses pour le train, il faut sans doute en faire plus, mais on ne peut pas agir que sur l'encouragement du train, il faut aussi faire un effet de ciseau en faisant payer leur juste prix aux transports qui polluent, que ce soit la voiture ou l'avion. Et sur la très longue distance, l'aviation, il y a cette question du pari technologique, comment on fait? Est-ce qu'on fait des biocarburants, sachant que ça pose des questions quand même de disponibilité des terres? Est-ce qu'on utilise des carburants de synthèse ou de l'hydrogène, sachant que ça coûte encore très cher? Et la question technologique, il faudra peut-être poser la question de la sobriété aussi et du changement des usages. Donc ça, c'est le volet mobilité longue distance. Et pour finir, je voudrais parler des marchandises, où là, les enjeux sont un peu différents. Alors, bon, les marchandises, il y a plein de choses. Les marchandises, ça va du livreur Deliveroo qui vient chez vous à vélo jusqu'au container qui a traversé l'Atlantique sur un paquebot. Donc, il y a plein de choses, mais je pense que grosso modo, on peut quand même, du point de vue des émissions, dire qu'il y a les camions et le fret qui sont des gros enjeux. Les camions, comme je le disais au début, 25% des émissions. Et le problème, c'est qu'il y a un enjeu de concurrence internationale. Voilà, si on taxe uniquement les camions français et que ce sont des camions d'un autre pays qui viennent et qui polluent autant, on n'a rien gagné. Donc, il y a la question de comment on embarque tout ça au niveau européen ou avec des mécanismes d'ajustement aux frontières pour réduire les émissions de façon efficace. Et puis, il y a la question de, finalement, les camions. Alors, on en a besoin, bien sûr, pour les derniers kilomètres, pour les courtes distances et les véhicules utilitaires. Et pour les plus longues distances, est-ce qu'on ne peut pas faire du fret qui, on le sait, émet beaucoup moins? Alors, le fret en France, surtout qu'il semble qu'on ait une marge d'amélioration. Si on se compare à nos voisins, on est à 9% de fret en France pour le transport de marchandises. Au niveau européen, la moyenne est plutôt de 18% de marchandises par fret. Donc, on a de la marge, surtout que l'objectif européen pour 2030, c'est 30% de marchandises qui passent par le fret. Donc, on a une certaine marge pour le fret, ce qui va sans doute coûter cher. Il faut améliorer les réseaux, il faut faire des plateformes intermodales. Et il y a eu pas mal de travaux qui sont parus pendant le plan de relance qui montrent que c'est de l'ordre du milliard ou de quelques milliards par an, ce qui n'est pas négligeable, mais il faut aussi en prendre en compte toutes les externalités positives que cela peut entraîner. En conclusion, donc, les transports, un secteur qui a eu beaucoup de mal à réduire ses émissions depuis 10 ans, un enjeu très important, il va falloir réduire beaucoup plus vite, surtout avec le nouvel objectif de moins 55% en 2030. Donc, il va falloir agir, il va falloir prendre des mesures, et je pense que quand même, si on a appris quelque chose avec les bonnets rouges et les gilets jaunes, c'est qu'il ne va pas falloir seulement prendre des mesures, il va vraiment falloir accompagner cette transition. Je pense que l'accompagnement sera un des mots-clés de cette décennie. Et je laisse donc la parole aux 4 tables rondes, à commencer par celle sur le véhicule électrique. Merci.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette table ronde qui porte la question suivante. La voiture électrique représente-t-elle l'avenir de la mobilité? Donc, je suis Louise Kessler, directrice du programme économie chez l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, et je suis virtuellement entourée de 4 intervenants. Donc, Jean-Marc Zulési, député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, Jean-Philippe Hermine, expert mobilité senior à l'IDRI et ex-directeur environnement chez Renault, Marie Chéron, qui est responsable mobilité à la Fondation Nicolas Hulot, et Aurélien Schuller, manager du pôle mobilité chez Carbone 4. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aux intervenants dans le chat sur YouTube. En guise d'introduction, je vous propose de commencer par quelques éléments de contexte pour rappeler les enjeux autour des véhicules électriques. Donc, le secteur des transports est aujourd'hui celui qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre en France. Il représentait 31% des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et ces émissions ont augmenté de 10% entre 1990 et 2019, alors que les émissions nationales totales avaient diminué de 20% sur la même période. Donc le défi de la décarbonation est d'autant plus grand que les objectifs nationaux et européens impliquent une baisse drastique des émissions du parc de véhicules neufs d'ici à 2030. Donc d'une part, la norme européenne entrée en vigueur l'année dernière impose aux constructeurs automobiles une moyenne d'émissions de 95 grammes de CO2 par kilomètre en norme NEDC sur leur vente de véhicules et cette norme sera durcie d'ici à 2025. Et d'autre part, le package Fit for 55, qui a été proposé par la Commission européenne en juillet 2021, prévoit la fin des ventes de véhicules thermiques et hybrides dans l'Union européenne à l'horizon 2035. Donc pour lancer cette table ronde, je vous propose de répondre à cette première question. La voiture électrique est-elle vraiment l'avenir de la mobilité? Est-ce qu'il y a d'autres leviers à mobiliser? Et monsieur le député, je vous propose de commencer. Merci beaucoup et un grand merci pour l'invitation. C'est une question complexe qui mérite effectivement qu'on se penche tous ensemble afin de trouver des leviers de réponse. Moi, je considère que oui, le véhicule électrique va prendre une place importante dans les années à venir, tout simplement de par des décisions que nous avons prises dans les différentes lois ces 4 dernières années, mais je ne pense pas que ça soit l'avenir. C'est un avenir de la mobilité, mais ce n'est pas l'avenir. Je m'explique, je pense que l'enjeu est surtout dans la vision que nous avons de la voiture. Comment est-ce que nous portons une politique ambitieuse en matière de mobilité partagée, comment est-ce que l'usage de la voiture change, comment nous sommes aussi en capacité de pouvoir éviter de prendre sa voiture, notamment sur des domiciles, sur des trajets domicile-travail où la distance est faible, où on peut soit y aller en train, en vélo ou encore en transport public. Et donc, le véritable enjeu, le véritable avenir de la mobilité, c'est l'ensemble de ces aspects-là. Comment est-ce que nous faisons une promotion d'une mobilité décarbonée, ouverte à tous et surtout accessible au plus grand nombre? Aurélien Schuller, vous voulez compléter? Je suis assez en phase avec le fait que ce soit pas l'avenir seul et unique de la mobilité. Par contre, je peux être assez catégorique sur l'avenir de la voiture en disant la voiture électrique est l'avenir de la voiture, au sens où, comme l'a rappelé Quentin Perrier en introduction, on a une feuille de route qui impose le zéro émission pour le secteur des transports en 2050. Et si on croit, comme moi, qu'il y aura encore de la voiture à cet horizon-là, ce qui est fort probable compte tenu de l'urbanisme, de la façon dont le territoire est construit, eh bien, il faut que ces voitures-là soient zéro émission. Alors attention, quand on dit ça, on fait un raccourci majeur, c'est que la feuille de route française, la SNBC, ne tient compte que des émissions directes de chaque secteur. Donc quand on dit une mobilité et a fortiori des voitures zéro émission, ça veut dire zéro émission à l'échappement. Or, la voiture électrique est bien sûr pas zéro émission sur son empreinte carbone. Il faudra qu'on tienne compte de l'empreinte carbone de la fabrication et aussi de la production d'électricité. On pourra aller dans le détail là-dessus si vous le souhaitez. Mais en tout cas, à l'échappement, il n'y a pas 36 façons d'avoir des voitures zéro émission. Il y a la voiture électrique à batterie, il peut y avoir la voiture hydrogène, l'utilisation de certains biocarburants liquides ou gazeux. Mais pour ces 3 dernières alternatives que j'ai citées, hydrogène, biogaz ou biocarburant, en fait, c'est moins mature à ce stade que la voiture électrique, d'une part, et d'autre part, il apparaît plus judicieux d'utiliser ces ressources énergétiques pour d'autres secteurs qui devront tout autant être décarbonés, comme par exemple le chauffage au gaz avec du biogaz ou l'aérien ou le maritime avec des carburants renouvelables. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'avenir de la voiture qui sera, en tout cas à moyen terme, électrique, et les constructeurs et les pouvoirs publics ont bien pris cette direction-là en Europe. Maintenant, la balle est partie, entre guillemets, donc on va aller à fond vers la voiture électrique. Marie Chéron, vous voulez rebondir là-dessus?
Oui, je crois que je vais m'inscrire en complément de ce qui a été dit précédemment. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la voiture électrique, elle a un avenir et de toute façon, on ne pourra pas s'en passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas tant que ça de solutions sur la table aujourd'hui. Et on voit qu'il y a un bénéfice net et des atouts pour l'environnement. C'est un véhicule électrique, c'est 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie comparé à un véhicule thermique. Donc tout de suite, on voit l'intérêt que ça peut avoir pour décarboner un secteur qui aujourd'hui peine à se décarboner, puisque ça a été dit en intro, les émissions continuent d'augmenter. Et en plus, on a un gain immédiat, comme l'a dit Aurélien, sur la qualité de l'air, en fait, puisqu'on a une réduction d'environ 70% des émissions de particules en moins. Donc oui, pour répondre simplement à cette question, la voiture électrique, elle fait partie de l'avenir de la mobilité, mais peut-être avoir deux petites nuances et insister sur 2 éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une solution unique et je pense qu'il faudrait mieux parler d'électromobilité au sens large pour appréhender un peu l'ensemble des transformations que la voiture électrique draine avec elle. Et ensuite, le fait que cette transition vers l'électromobilité, elle est aujourd'hui entre les mains des acteurs économiques et des décideurs politiques. Et ça, je pense que c'est assez important. Donc, premier point, ce n'est pas une solution unique parce que pour répondre aux défis climatiques, on va avoir besoin d'aller bien plus loin que de baisser juste de diviser par 2 ou 3 les émissions de gaz à effet de serre du secteur. On sait qu'on a des objectifs au niveau européen qui sont du niveau de 90% de réduction du secteur des transports d'ici 2050, qu'au niveau français, c'est 97% des réductions des émissions, et que là, les réductions qu'on pourra obtenir sur le parc de véhicules particuliers sera décisif pour atteindre nos objectifs climat. Donc, on va avoir besoin d'aller plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire encore l'empreinte des véhicules roulants, c'est-à-dire les utiliser autrement, c'est-à-dire de manière partagée ou en covoiturage. Donc, ça a été cité par M. Zoulesi, et notamment là où les gens sont multimotorisés. Donc, ce n'est pas forcément uniquement en ville que la place de la voiture va forcément évoluer. Et donc, on va avoir, pas tout de suite, mais à moyen terme et à long terme, une nécessaire réduction du parc de véhicules qu'il nous faut absolument envisager et anticiper dès maintenant. Et c'est ce qui va faire aussi, ce qui va nécessiter de faire évoluer la voiture, parce que la voiture peut devenir un service, parce qu'elle peut devenir plus partagée. Ces formes peuvent aussi évoluer. Il faut aussi faire évoluer l'énergie avec laquelle on roule. Ça va de pair avec la transition écologique, on n'en parle pas assez, mais le véhicule électrique, ça va de pair non pas avec le nucléaire, mais avec le développement des énergies renouvelables. Ça a bien été démontré que le bilan carbone du véhicule électrique est d'autant plus intéressant qu'elle roule aux énergies renouvelables. Donc voilà, on a une évolution de la voiture qui est bien plus grande que juste, qui est bien plus importante que juste celle du moteur. Et effectivement, du coup, l'implication des acteurs économiques et des politiques publiques va être essentielle. Donc l'industrie automobile en premier lieu, et dès maintenant, pour transformer l'appareil de production et les véhicules qui sont mis sur le marché. Il faut quand même souligner qu'on a aujourd'hui une industrie automobile qui s'adapte aux normes de manière réelle, puisqu'elle suit, on voit bien, elle suit les normes européennes, et les normes ont un effet important sur l'évolution des véhicules qui sont sur le marché. Néanmoins, en même temps, on met sur le marché des véhicules qui sont de plus en plus lourds. Donc on a là une problématique majeure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte aussi que la réglementation européenne soit cohérente et permette de réduire les émissions sur l'ensemble du cycle de vie et pas juste à l'émission quand elle roule. Et que l'industrie automobile puisse aller également plus loin dans sa décarbonation, à la fois sur la mode de production, en mettant en place des services et en sortant d'une logique où ce serait uniquement le volume de véhicules qui importerait et qui serait l'indicateur du bénéfice de ces entreprises-là. Donc on a vraiment un enjeu économique à changer de logiciel pour tous les acteurs économiques du secteur. Voilà, je voulais insister un petit peu sur ce point économique parce que je pense que il faut vraiment arriver à penser l'évolution de la filière et de l'écosystème dans son ensemble. Merci beaucoup. Je crois que c'est un point aussi que Jean-Philippe Hermine comptait soulever. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien.
Je vais être d'accord avec mes copanélistes. Bien sûr, l'avenir de la mobilité va être multiple. Elle est encore en train de se réinventer, effectivement, largement. Mais du côté de l'automobile, il n'y a pas trop de doute. L'électrique, c'est quand même la solution du moment, puisque les bénéfices environnementaux, Marie l'a dit, sont là. Et on ne peut pas se priver de les capter, ces bénéfices, étant donné l'urgence climatique. Et d'autant plus que l'on a une feuille de route technologique qui ne se limite pas à l'automobile. On a une route qui est extrêmement bien tracée par la Commission européenne, qui vise à s'attaquer à la décarbonation, à l'usage. Ce sont les normes CAFE qu'a mentionné Aurélien et qui sont extrêmement importantes. Mais on a également, on sait également, on a les moyens technologiques de réduire, de décarboner l'électricité beaucoup plus facilement que le pétrole naturellement, et également tout le cycle de vie de la voiture électrique avec une relocalisation dans des pays à faible intensité carbone pour la production, par la mise en place des systèmes de recyclage, par des moyens intelligents d'organiser non seulement la mobilité, mais également les systèmes de charge et la relation avec le réseau électrique. Donc il y a toute une feuille de route qui est engagée. Et l'importance de ces normes qu'a mentionné Aurélien, il faut voir le poids qu'elles ont sur le système industriel. D'ores et déjà, on a fait un progrès substantiel dans l'électrification des ventes de véhicules en 2020-2021 du fait de ces normes. On est passé de 2 à 10% des ventes de véhicules électriques. Je parle des véhicules particuliers ou des véhicules utilitaires. C'est conséquent, mais ce que l'on va atteindre en 2025, c'est plutôt 25-30%, et en 2050, plutôt 55-60%. C'est absolument nécessaire pour respecter les normes. On doit donc, en 10 ans, ce qui est un temps court pour l'industrie automobile, effectuer un virage radical d'un point de vue industriel et technologique. Et il est engagé. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est que on va naturellement continuer à essayer d'inciter les gens à passer à l'électrique et à les accompagner dans cette transformation d'usage, puisqu'il y a des conséquences en termes d'usage du véhicule. Mais la transformation, elle est d'ores et déjà totalement engagée au niveau des investissements industriels. Les industriels, dans le contexte que je viens de décrire, les constructeurs, donc, ne peuvent pas se permettre une diversification technologique. Et donc, l'investissement se fait actuellement sur le véhicule électrique et l'offre sera électrique. C'est-à-dire qu'on va avoir une disparition du véhicule thermique d'un point de vue purement mathématique, d'un point de vue économique. On ne peut pas se permettre d'avoir une diversification trop grande des énergies. Donc, la transformation est complètement engagée. Elle n'est plus du domaine du désirable pour des niches de gens qui sont particulièrement concernés par les enjeux environnementaux. Il va falloir passer à un développement de masse. Et donc la question maintenant, c'est celui de l'accompagnement social, de l'accompagnement de la transition industrielle, de l'accompagnement d'un point de vue économique pour un certain nombre de personnes ou de professionnels. Et c'est ça qu'il faut réfléchir maintenant, puisque, encore une fois, la feuille de route est claire et la transition est engagée aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y aura également des conséquences sur l'emploi. Marie, il me semble que vous avez travaillé là-dessus. Oui, on a en effet publié une étude en juin dernier avec la CFDT, parce qu'on se posait la question de savoir qu'est-ce que pouvait signifier cette transition vers l'électrique sur l'emploi en France. On sait que l'industrie automobile est un gros pourvoyeur d'emploi en France, hein, c'est 400 000 emplois dans l'industrie, et c'est environ 1 million si on prend en compte les services. Donc c'est absolument pas anodin, et on sait que c'est un secteur qui a une résonance particulièrement forte sur les territoires, vu qu'après ça drive tout un ensemble d'emplois liés aux services, etc. Donc c'était pour nous particulièrement important de regarder ça, et dans un souci de justice sociale. Il n'est pas question aujourd'hui de pouvoir faire la transition sans les salariés. Il faut savoir que le secteur auto, c'est un secteur qui a perdu beaucoup d'emplois ces dernières années. Hein. Sur les 10 dernières années, on a perdu 100 000 emplois, et qu'aujourd'hui, les prévisions du secteur, c'est que si on continue comme ça, en gros, on aura perdu encore 100 000 emplois dans les 15 prochaines années. Autant dire que si on rate le passage à l'électrique, qu'il n'est pas fait correctement,
qui n'est pas fait dans un souci de justice sociale, l'industrie automobile a des chances de disparaître en France. Et je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Par contre, ce qu'on a pu identifier avec la CFDT, c'est qu'il y a des moyens pour maintenir une industrie automobile en France à condition de prendre le chemin de la transition écologique, c'est-à-dire 2 choses. La première, c'est d'accélérer sur le passage à l'électrique pour être en avance, pour retrouver une avance de phase sur les technologies, retrouver une capacité tout simplement à produire les véhicules qui seront sur le marché demain et qui seront vendus en masse. Donc maintenir la production de manière artificielle sur le thermique pendant encore 15 ou 20 ans, comme ce qui est demandé aujourd'hui, c'est aussi prendre un risque sur l'emploi, puisque finalement le marché ne voudra plus de thermique d'ici 10 ans. C'est clairement l'électrique qui va prendre le pas et qui sera demandé, puisqu'on ne pourra plus rouler dans les centres urbains, parce que la circulation des véhicules thermiques sera réduite. Donc, il y a un vrai enjeu à pouvoir accélérer sur l'électrique et en même temps, et là je reviens à ce que je disais au début, et en même temps à prendre le pas de l'économie circulaire, c'est-à-dire de pouvoir aussi mettre l'accent sur le marché des pièces détachées, sur les véhicules recyclés, sur le reconditionnement des batteries, avoir une filière intégrée batterie, moteur, véhicule, recyclage, qui comprennent bien tous les maillons de la chaîne pour qu'on puisse développer des emplois qui soient aussi ancrés dans les territoires. C'est en prenant à la fois l'accélération du véhicule électrique et une orientation claire sur l'économie circulaire, avec un souci de relocaliser la chaîne de valeur, qu'on est capable, d'après l'étude qu'on a faite sur la filière moteur, de redynamiser le secteur et justement de rompre avec cette dynamique de déclin de l'automobile qui prévaut depuis 10-15 ans, quoi. Donc, il faut vraiment arriver à réinverser le schéma qu'on entend trop souvent et qui consiste à dire, si on va trop vite sur l'électrique, on perdra des emplois, ça va être un massacre sur les territoires. Non, en fait, c'est l'inverse. Si on n'y va pas assez vite, on perdra notre avance et là, vraiment, il n'y aura plus d'intérêt à avoir une industrie automobile en France. Merci beaucoup. Jean-Marc Zulesi, vous vouliez dire quelque chose sur le sujet, il me semble. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est face à une compétition internationale qui est forte, en particulier avec des pays asiatiques et la Chine qui inondent le marché avec des produits qui sont où on n'est pas du tout compétitif, d'où la nécessité de d'allier notamment nos forces avec l'Allemagne pour qu'on soit en capacité de fournir des batteries de qualité, une nouvelle génération de batteries, et de manière à ce qu'on puisse reprendre la main, qu'on gagne en souveraineté sur ces sujets-là. C'est l'objectif que nous sommes lancés avec l'Airbus de la batterie, mettre en commun nos compétences, nos capacités de production, afin de regagner en souveraineté et que demain, nous puissions avoir un maximum de véhicules qui soient produits en France, fruit de l'ingénierie européenne. Merci beaucoup pour ces considérations économico-industrielles. Donc, puisqu'il semble assez suffisamment établi qu'effectivement le véhicule électrique est en tout cas l'avenir du véhicule et que l'électrification du parc neuf est nécessaire, alors comment, dans ce cas-là, accélérer son déploiement? Alors peut-être tout d'abord, est-ce qu'on est en retard sur ce déploiement? Est-ce qu'il y a des freins auxquels nous faisons face et qu'il faut lever? Aurélien Schuller, vous voulez nous dire quelques mots sur ce sujet? Oui, alors c'est dur de dire si on est en retard, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un emballement des ventes de véhicules électriques. Jean-Philippe, vous avez déjà donné un chiffre, mais je crois sur le périmètre européen, je peux compléter sur le périmètre français et sur les 8 premiers mois de l'année 2021, on a immatriculé plus de 16% de véhicules tout électriques ou véhicules hybrides rechargeables, et les proportions de l'un et l'autre, c'est à peu près moitié-moitié, en tout cas sur ces premières parties de l'année 2021. Et comme point de référence, on peut se dire que l'année dernière, c'était en gros moitié moins, c'était un petit peu moins de 10%, là encore pour les voitures électriques et les voitures hybrides rechargeables. Donc un quasi doublement de part de marché de 2020 à 2021, alors que les 2 années sont très particulières pour le secteur automobile, avec bien sûr la pandémie Covid, mais aussi les sujets de pénurie de semi-conducteurs. Donc c'est quand même une très belle performance pour les modèles électriques et les modèles hybrides rechargeables.
Et quand vous me posez la question des freins, alors à ce stade, il y a un des freins qui pouvait exister il y a quelques années, qui a vraiment été éradiqué, je dirais, c'est la présence des modèles dans les gammes des constructeurs. Ça, c'est bon, tous les constructeurs poussés par les règlements européens ont mis des véhicules électriques dans leur gamme. Donc ça, ce n'est plus un frein. Maintenant, ce qui va plus poser des problèmes du point de vue de l'usager, ça va être la question encore du coût, où malgré les aides publiques, il peut encore y avoir un reste à charge qui peut être important pour certains ménages. Et l'autre frein qui peut être la peur de l'autonomie ou du problème d'accès aux bornes de recharge. C'est à mon sens, et les constructeurs d'ailleurs le pointent bien en avant à travers leur association européenne, ils attendent que les pouvoirs publics s'engagent à leur côté pour déployer à la fois des bornes de recharge et aussi des conditions économiques favorables pour que cette transition vers la voiture électrique qu'on leur demande de faire du fait de la réglementation soit bien concrète, parce qu'on va travailler sur les freins, les perceptions, en tout cas, qu'il peut y avoir dans la tête des consommateurs. Quand vous dites que les constructeurs français sont prêts, donc ils représentent une part non négligeable des ventes de véhicules électriques? Alors, je parlais de tous les constructeurs européens sont D'accord. prêts parce qu'ils sont poussés par la réglementation européenne sur le CO2 ou sur les émissions de polluants. Les constructeurs français, d'autres intervenants en parleront mieux que moi, mais il me semble qu'ils ne sont pas si mal placés, même plutôt bien placés dans cette compétition européenne, voire internationale, avec les constructeurs chinois qu'on voit apparaître sur le secteur européen. Jean-Philippe Hermine voulait dire quelques mots sur le sujet? Écoutez, je pense que oui, on peut dire que les constructeurs français ne sont pas en retard, puisque notamment Renault a été un des précurseurs depuis 7 ou 8 ans, avec une offre assez large de véhicules électriques et a trusté les premières places pendant pas mal de temps au niveau des ventes en Europe. Depuis, effectivement, tous les constructeurs se sont mis à l'électrique. Certains envisagent d'être purement électriques dès 2030. Je pense à Volvo, Ford, etc., qui ont fait des annonces en ce sens. Du côté de Renault également, on sera autour de 90% de l'offre et des ventes qui seront en électrique. Donc, je pense que du côté de l'offre, c'est bon. Du côté de l'industrialisation, Marie a beaucoup insisté là-dessus, mais là aussi, on observe un certain nombre de choses qui sont assez favorables côté des industriels français, puisqu'il y a une localisation qui est très clairement qui est nettement orientée France pour la production de véhicules électriques, puisque ce sont des véhicules à assez haute valeur ajoutée, et ça se justifie parfaitement, et c'est ce qui est en train de se passer dans le nord de la France. De la même chose, comme l'a dit Jean-Marc, sur les batteries, on a une multiplication de projets privés ou en association internationale pour faire de la production de batteries sur le territoire français. Donc, de ce côté-là, je dirais, du côté industriel, les choses sont engagées. Du côté des infrastructures, c'est vrai que là, il va falloir accélérer parce qu'on doit accompagner les conditions d'usage et on sait bien que ça peut être un point d'achoppement. Mais d'une manière générale, il va falloir maintenant réfléchir à une logique d'accompagnement et d'accompagnement en particulier des populations qui sont le plus sensibles ou le plus fragiles par rapport à cette transition. On a tout un arsenal aujourd'hui réglementaire avec les zones à faible émission ou à zéro émission, un arsenal fiscal d'accompagnement avec les bonus, malus et puis toute une série de dispositifs plus ou moins connus ou plus ou moins locaux qui permettent d'accélérer, enfin de rendre le véhicule électrique, on va dire, compatible économiquement, mais seulement pour une certaine population encore. Et il y a du travail à faire sur les usagers professionnels, des véhicules utilitaires par exemple, il y a du travail à faire sur les revenus les plus modestes qui vont d'ailleurs être confrontés à des zones à faible émission et qui doivent convertir leurs véhicules les plus anciens. Donc, un travail à faire sur la valeur résiduelle du véhicule électrique et le côté occasion. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tout un arsenal d'instruments politiques, réglementaires et fiscaux, mais il faut les analyser et les adapter en continu par rapport à cette dynamique de marché qu'il faut maintenir et le fait que maintenant on doit intéresser tout le monde et pas seulement les primo-accédants et les gens qui ont le plus de moyens. Donc il faut organiser cet accompagnement pour éviter un blocage, pour éviter des difficultés. Donc c'est très bien d'avoir ces normes, cette discussion, parce que cette visibilité à 10 ans, à 15 ans, telle que nous la donne
la SNBC ou Fit for 55 au niveau européen, c'est parfaitement utile puisqu'il faut de la visibilité pour créer les investissements côté industriel. Je l'ai dit, ça c'est compris, on a encore des ajustements à faire sur la date de 2035 ou pas et les conditions, mais on est dans la queue, disons, de la discussion. En revanche, à partir de là, le travail n'est pas terminé. Il faut continuer à créer cette dynamique d'adhésion et d'acceptation de cette transition auprès des utilisateurs. Et c'est tout l'objet du travail continu à faire sur l'instrumentation politique régionale, locale, territoriale, etc. Alors justement, à l'heure où le projet de loi de finances pour 2022 est en discussion, monsieur le député, que pensez-vous des outils fiscaux à renforcer? Est-ce qu'il faut continuer à subventionner les véhicules électriques? De quelle manière? Et est-ce qu'il faut aussi durcir le malus et éventuellement renforcer le malus poids? Plusieurs points. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à accompagner l'achat de véhicules électriques, c'est certain. Et donc, il ne faut pas, en fin de compte, arrêter du jour au lendemain d'accompagner les Français sur cette volonté de décarboner tout simplement l'usage de la mobilité. Et donc, moi, je considère que tout ce qui a été mis en place, tout ce qu'on a mis en place, et je manque un peu d'objectivité parce que j'étais partie prenante autour du bonus, autour du malus, autour de la prime à la conversion et des primes au rétrofit, mais aussi tous les sujets en lien avec le PTZ tel que nous l'avons, le prêt à taux zéro, nous l'avons décidé dans la loi climat et résilience, eh bien, il faut continuer. Mais le rôle du parlementaire, c'est d'assurer le suivi de manière à s'assurer de l'efficacité des différents dispositifs. Je le dis parce qu'on se rend compte, et ça fait un peu écho à la question que vous posiez tout à l'heure, pour beaucoup de nos concitoyens, le véhicule électrique reste un véhicule qui est inaccessible ou alors réservé à une certaine partie de la société qui ont les moyens. Grâce aux différents dispositifs que nous avons mis en place, ce véhicule électrique, qu'il soit neuf ou d'occasion, est accessible à tous. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut continuer à maintenir le même niveau d'aide pour justement accompagner nos concitoyens dans l'accès à ces véhicules électriques, d'autant plus, et ça a été rappelé tout à l'heure, qu'avec l'émergence, l'application des zones à faible émission mobilité qui sont un enjeu essentiel pour nos territoires, parce qu'il y a un vrai sujet de pollution de l'air, nous devons continuer d'accompagner nos concitoyens. Et ça, c'est le rôle du parlementaire, d'être présent sur le terrain pour expliquer les différents dispositifs qui existent aujourd'hui. Merci beaucoup. Marie Chéron, est-ce que vous voulez dire quelques mots également sur les différents outils et notamment le rôle du malus poids? Alors, juste, effectivement, on a un malus poids en France qui a été voté l'année dernière, hein, mais c'est un malus poids qui va concerner uniquement les véhicules les plus lourds. Donc, bon, il est plus symbolique qu'autre chose. Bon, il a le mérite d'exister. Il faudrait qu'il soit renforcé. Mais en gros, sur cette question du poids, on a un problème avec la réglementation européenne. Puisque, comme vous le savez, on a les standards CO2 donc fixent un niveau d'émission moyen pour les véhicules qui sont mis sur le marché, mais c'est bien un niveau d'émission moyen. Donc ça veut dire que pour faire cette moyenne, sont pris en compte tous les véhicules mis sur le marché par chaque constructeur avec, on va dire, un bonus qui est donné aux véhicules électriques, je synthétise, hein, parce que c'est une règle assez complexe, un bonus pour les véhicules électriques, mais également un bonus pour les véhicules qui sont les plus lourds, parce que dit plus lourd, dit va émettre plus. Donc on a cette règle qui marche sur la tête et qui a été mise en place et négociée par l'Allemagne lors de la COP, de la conférence sur le climat de Copenhague il y a quelques années. Ça, c'est une règle sur laquelle il faudrait, dans le cadre des négociations du paquet climat européen, il faudra arriver à revenir dessus. Donc sur le poids, et je crois que ça, le gouvernement français l'a compris, parce que c'est une règle qui fait du mal à l'industrie française aussi, et qui a été négociée au bénéfice des Allemands. Il y a besoin de remettre un peu les choses en cohérence. Donc sur le poids, vraiment, la priorité pour les années à venir, c'est ça. Et effectivement, en parallèle, arriver à durcir le malus poids à travers les PLF qui viendront dans le prochain mandat présidentiel. Mais ça pourra marcher si il y a aussi une dynamique, une politique industrielle qui favorise la production de petits véhicules qui seraient mis sur le marché, qui seraient mieux adaptés aux besoins et notamment aux besoins urbains.
Donc ça, effectivement, c'est une des priorités pour les années à venir. Enfin, on aura beau baisser les niveaux d'émissions des véhicules roulants, tant qu'on n'aura pas joué sur le poids, on ne pourra pas atteindre les objectifs climat. Mais je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce qui est dit précédemment concernant effectivement le prix des véhicules. C'est un vrai sujet. Après, je voudrais juste remettre un peu un élément. Les véhicules neufs qui sont achetés, en gros, la moitié, c'est des entreprises, l'autre moitié, c'est des CSP+. Donc oui, aujourd'hui, de toute façon, les gens qui ont besoin de leur voiture, mais qui sont les plus précaires, n'achètent pas, dans tous les cas, du véhicule neuf. Ils vont acheter du véhicule d'occasion. Aujourd'hui, le véhicule électrique, même s'il est présent en occasion, c'est une toute petite partie du marché d'occasion, et il y a des véhicules thermiques qui sont nettement moins chers. Donc, de toute façon, voilà. Mais il ne faut pas mélanger que quand on parle des véhicules neufs et qui, oui, sont trop chers pour les ménages les plus précaires, mais dans tous les cas, ça ne les concerne pas. Les véhicules neufs ne les concernent pas. Donc, il y a un travail spécifique à faire sur le marché d'occasion. Mais là, aujourd'hui, le fait d'avoir des aides n'est sans doute pas suffisant. Il faudra développer d'autres politiques publiques, et c'est ce qu'on attend dans les années à venir en France. On a obtenu récemment en France la possibilité de faire du rétrofit sur les véhicules. Il faut que ce type d'initiative se développe en France dans les années à venir pour toucher de manière plus massive le parc de véhicules. Puisqu'en fait, le parc de véhicules roulants, il se renouvelle on va mettre 15 ans à renouveler le parc. On a des véhicules qui roulent, il y a un vrai bénéfice environnemental, et l'ADEME l'a démontré, à pouvoir convertir ces véhicules. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas l'équation économique. Et ça, c'est un sujet qui va devenir majeur dans les années à venir. Il faut qu'on trouve l'équation économique pour faire en sorte de recycler, rétrofiter les véhicules, et que ce soit également bénéfique d'un point de vue économique. Ce n'est pas simple, mais c'est un véritable défi si on veut accélérer la conversion du parc. Et aujourd'hui, justement, donc, je crois que c'est assez récent que ces rétrofits sont devenus possibles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils, des dispositifs qui visent justement le rétrofit et qui sont accessibles au plus grand nombre? Aujourd'hui, c'est la PAC, si je ne me trompe pas, hein, Monsieur Zolesi, qui permet, mais en fait, il n'y a pas une demande assez forte. Et même avec une PAC, avec la prime à la conversion, ce n'est pas suffisant. Il y a besoin sans doute d'une politique industrielle qui irait beaucoup plus loin. Il y a également un point qui a été soulevé pendant la keynote de Quentin Perrier, c'est la convergence entre le prix des véhicules thermiques et le prix des véhicules électriques. Je crois qu'il y avait une étude de Bloomberg, BNEF, sur cette convergence qui était prévue d'ici 2025-2027. Je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus. Qu'en pensez-vous? Alors, peut-être je peux dire quelques mots. Oui, on a une roadmap de réduction des coûts des véhicules électriques, en particulier de la batterie, qui est très coûteuse. Et on a une certaine visibilité, effectivement pour atteindre cet équilibre de prix entre le véhicule thermique et le véhicule électrique dans les horizons que vous avez cités, donc un peu après 2025. Mais elle est relativement conditionnée. Il faut quand même être prudent, conditionnée par rapport à un certain nombre d'enjeux sur lesquels on n'a pas nécessairement la main, mais sur lesquels il faut travailler également, comme par exemple le prix des matières premières, qui a une part significative. Et là aussi, il faut être très actif, pas seulement donc dans cette question de la vente et de l'usage du véhicule, mais sur la question du recyclage, de la capacité à capter des matières premières et à les réinjecter dans un espace comme l'Europe. Il y a du savoir-faire, il y a des développements à faire qui sont très importants. Et puis, je voudrais ouvrir aussi un petit peu le débat parce qu'on a besoin de ces bonus, effectivement, pendant un temps pour équilibrer les prix d'achat ou les prix d'usage. Mais il y a un autre aspect qui est celui de la profitabilité des véhicules électriques qui doivent supporter, du point de vue des constructeurs, des investissements qui sont massifs et majeurs. Et qui font que aujourd'hui un véhicule électrique est beaucoup moins rentable qu'un véhicule thermique. C'est un élément aussi que vient corriger le bonus, qui est en grande partie financé par le malus. Les ordres de grandeur sont assez équivalents, donc on est dans une politique, on va dire, budgétaire et industrielle qui est relativement cohérente encore. C'est important de garder ces équilibres vu de l'économie domestique ou de l'économie
des constructeurs, parce que ce que l'on veut éviter, c'est le stop and go and stop, c'est-à-dire les effets de palier, en quelque sorte, qui seraient guidés par les objectifs réglementaires qui interviennent tous les 5 ans, et qui nous mettrait dans des situations de mur à franchir tous les 5 ans, et avec des tensions et des crises potentiellement qui pourraient arriver. Donc, encore une fois, tous ces outils sont à analyser dans leur efficacité, dans leur rôle, dans leur dynamique, pour créer une progression, je dirais, continue et soft de cette transition. Et on en a les moyens avec ces outils. Mais il faut être flexible, il faut être agile dans leur mise en œuvre. Jean-Marc Zulesi, je crois que vous vouliez dire quelque chose également. Oui, simplement pour rebondir sur les différents aspects qui ont été abordés, et pour répondre à votre question initiale, je pense que dans les dernières décennies, on a malheureusement connu, en fin de compte, une instabilité des différents dispositifs fiscaux qui rendaient peu lisible, en fin de compte, l'accompagnement de nos concitoyens. Et donc là, moi, ce que je porte, c'est qu'on puisse garder dans le temps des dispositifs qui ne changent pas. Et donc, effectivement, on ne pourra pas garder pendant des décennies un secteur automobile, une électromobilité subventionnée, mais il est important d'avoir une stabilité quant au dispositif. Oui, nous avons mis en place une prime au rétrofit électrique. Et lorsque tout à l'heure, nous parlions du malus au poids, il est important de rappeler que ce malus au poids s'ajoute à un malus CO2 qui a été aussi durci ces dernières années, ce qui permet, disons-le, d'accompagner ou d'influencer les politiques industrielles en faveur d'une mobilité décarbonée. C'est un point important que je voulais souligner. Merci beaucoup. Et est-ce que, parce que en fait, donc, cette convergence des prix également suppose un progrès technique non négligeable, c'est ce que vous le disiez, Jean-Philippe Hermine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a les politiques publiques qui soutiennent le progrès technique sont suffisantes à votre avis? Je pense qu'on a un accompagnement dans les mesures de ce que permet la réglementation européenne, d'accompagnement en termes des entreprises, tout en gardant les règles de la concurrence qui prévalent au niveau européen. Oui, il y a une volonté d'accompagnement. Je ferai un petit commentaire néanmoins sur l'accompagnement dans le développement de l'innovation technologique. Je pense que les États, les régions soutiennent très favorablement l'implantation industrielle, la production, mais il faut être très vigilant à rester dans la course de l'investissement sur l'innovation, puisque ce sont des secteurs où on a des ruptures technologiques continues, permanentes. On en est au début du développement de la technologie des batteries, comme celui de l'hydrogène, et il faut rester dans la course technologique pour ne pas simplement rester une zone géographique de production d'innovation qui serait développée en Asie ou ailleurs, ce qui nous empêcherait de capter la valeur ajoutée et d'être indépendant de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Il y a un outil dont on n'a pas encore parlé, ce qui est la proposition de l'Union européenne de mettre un terme aux ventes de véhicules thermiques et hybrides d'ici à 2035. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas qui veut commencer, monsieur le député ou Marie Chéron? Monsieur le député. Alors, forcément, c'est un objectif qu'on regarde avec beaucoup d'attention. C'est un objectif ambitieux, puisque nous avions eu le débat lors de la loi d'orientation des mobilités où nous avons fixé l'objectif à 2040. Et lors des débats, lors de la loi climat et résilience, proposée notamment par la Fondation Nicolas Hulot, il y avait eu aussi une volonté de ramener cet objectif à 2035, 2030 ou voire même 2025 si je ne m'abuse. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement l'objectif. Si on met 2035, bravo, allons-y. Mais c'est, comme disait tout à l'heure Marie Chéron, de savoir comment est-ce qu'on accompagne à côté l'ensemble des filières, comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble des
des sous-traitants afin d'engager une transformation de cette industrie. 2035, c'est très bien, mais à côté, il faut savoir quels sont les moyens qui seront mis sur la table par l'Union européenne pour accompagner l'ensemble des territoires, l'ensemble des filières vers l'objectif souhaité. Rebondir sur le sujet des véhicules hybrides rechargeables, si c'est possible. Pour expliquer le 2035 de la Commission européenne, dans la proposition de juillet de Fit for 55, en fait, le calcul, il peut sembler trivial. C'est que si on veut qu'il y ait des voitures zéro émission sur la route, que toutes les voitures soient zéro émission à l'échappement en 2050 sur nos routes, il faut que 15 ans plus tôt, parce que c'est le temps d'inertie du parc automobile, il faut qu'il y ait que des ventes de voitures zéro émission. Donc, c'est ce qui conduirait à ne pas avoir de véhicules hybrides rechargeables dès 2035 qui soient mis sur le marché, de nouveaux véhicules hybrides rechargeables en tout cas, parce que ces véhicules-là ne peuvent pas, ou en tout état de cause, ne roulent pas en 100% mode électrique quand ils sont utilisés. Et c'est ce qui est beaucoup reproché en ce moment sur ces véhicules-là, c'est qu'ils sont plus lourds que des véhicules tout électriques. Et comme ils sont en majorité du temps utilisés sur leur moteur thermique et non leur moteur électrique, en tout et pour tout, ça peut faire plus d'émissions de polluants, mais aussi de CO2 que leur comparable thermique, et a fortiori de leur comparable électrique. C'est ça le gros problème qu'il y a avec ces véhicules-là, d'autant plus qu'ils ont été par le passé fortement incités par des mesures fiscales à destination des entreprises pour qu'ils soient déployés dans les flottes privées des entreprises, sans que pour autant il y ait en face des bornes de recharge. Donc finalement, on ne peut pas reprocher aux conducteurs, aux conductrices de ne les utiliser qu'en mode thermique s'il n'y a pas des bornes de recharge pour qu'ils soient pleins d'électricité. Merci beaucoup. On va passer au sujet des bornes de recharge, mais d'abord, Marie, je pense que vous vouliez réagir peut-être sur le malus poids. Non, sur l'objectif 2035, peut-être, juste pour préciser. Donc, c'est vrai que dans la loi d'orientation des mobilités, on avait défendu le fait de mettre fin à la vente des véhicules diesel et essence dès 2030, pas 2025, hein, dès 2030, et notamment pour les purs thermiques, diesel essence classique. Après, ce qui était resté un peu flou dans la loi d'orientation des mobilités, c'était cette question des hybrides. Pourquoi? Parce que les hybrides, ils posent problème parce que de toute façon, ils consomment des carburants fossiles, donc on a besoin de s'en débarrasser enfin de ne plus les avoir en circulation en 2050, comme l'a expliqué Aurélien. Mais en plus, c'est des véhicules qui sont développés de manière forte par les constructeurs dans une stratégie d'hybridation pour pouvoir répondre aux normes européennes. Mais au final, quand ils circulent, ils émettent beaucoup plus qu'ils ne le prétendent. Au bilan, on n'a pas un gain environnemental qui est suffisamment important pour pouvoir les soutenir. Donc, ce qu'on a proposé et ce sur quoi on s'est retrouvé avec la CFDT, parce qu'on a, et qui est une proposition qui permet de concilier à la fois les problématiques écologiques et les enjeux sociaux d'emploi, c'est de dire qu'on peut mettre fin à la vente de véhicules hybrides dès 2035, en sachant qu'il faudrait, dès 2030, avoir des normes beaucoup plus rigoureuses sur les émissions de CO2 des véhicules hybrides, c'est-à-dire diviser par 2 ou par 3 le niveau d'émissions de ces véhicules pour avoir des, entre guillemets, vrais véhicules hybrides, c'est-à-dire qu'ils soient des véhicules électriques avec un moteur d'appoint thermique qui permettent de temps en temps de faire des longues distances. Aujourd'hui, un véhicule hybride, c'est un véhicule thermique avec une batterie de 50 km d'appoint. Essentiellement, c'est des véhicules qui sont souvent évidemment beaucoup plus lourds, et de fait beaucoup plus lourds parce qu'il y a une double motorisation. Donc, on a un vrai problème de dépassement de niveau d'émission. Ça, sur les hybrides, je voudrais juste insister là-dessus parce que je pense que il y a vraiment une espèce c'est pas un mensonge, c'est un leurre dans lequel on s'enferme en France en croyant qu'en maintenant les hybrides, au-delà de 2035, on pourra sauvegarder l'emploi, ce qui est relativement faux quand on regarde en détail les dynamiques d'emploi et surtout quand on fait de la prospective sur ce que sera le marché en 2030, 2035 et jusqu'en 2040. S'il n'y a plus d'hybrides sur le marché, il n'y aura plus de production. Et si on est resté sur des productions qui demain deviennent obsolètes, alors c'est l'industrie qui payera et c'est les territoires qui vont perdre dans cette histoire. Et dernier point, se passer des carburants fossiles, ce n'est pas juste anecdotique. C'est juste qu'on a, au-delà d'avoir un objectif de décarbonation totale en 2050, on a des budgets carbone à respecter. Et ce qu'on a commencé à calculer avec le réseau Action Climat,
c'est que la fin de vente des moteurs thermiques, elle est essentielle pour pouvoir maîtriser nos budgets climat et éviter d'émettre trop de CO2 qui nous ferait complètement déraper dans nos émissions. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire que la fin de vente des véhicules thermiques, c'est pas quelque chose qu'on peut décaler à souhait. Il faut vraiment prendre en compte notre capacité à maîtriser notre consommation de budget carbone. Merci beaucoup. Aurélien Schuller, on peut peut-être revenir sur la question de l'accélération du déploiement de bornes de recharge. Est-ce qu'aujourd'hui, ce déploiement est en adéquation avec la massification des véhicules électriques? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment une accélération en 2021, donc sur ce début d'année. Parce que alors, moi, je prends les chiffres de l'AVER France, qui est l'association du véhicule électrique en France. Il dénombre à date, ou fin août, 40 000 points de recharge qui sont ouverts au public, alors qu'il y en avait au 1er janvier 31 000. Donc il y a vraiment une nette accélération dans l'installation de ces bornes de charge, et notamment sur les axes, les grands axes autoroutiers, où il y a eu un accroissement des stations. Après, ça reste encore peut-être pas assez, puis il y a des problèmes d'interopérabilité et de fiabilité des réseaux de charge, mais en tout cas, on est en train de s'activer, tout l'écosystème s'active pour qu'il y ait autant de points de charge que nécessaire, compte tenu de la roadmap de développement des véhicules électriques dans le parc. Merci beaucoup. Monsieur le député? Oui, peut-être sur le maillage des systèmes de recharge, je pense qu'il est important de ne pas créer de disparité, notamment entre la ville et la campagne. Et si on veut arriver notamment à convaincre nos concitoyens les plus ruraux de la pertinence du véhicule électrique, nous devons être en capacité de déployer ces systèmes de recharge en ruralité. Et donc, on a cet objectif de 100 000 bornes d'ici la fin de l'année, c'est très bien, mais soyons en capacité d'avoir un maillage le plus proche des territoires, d'une part, et d'autre part, il faut que ça soit simple de recharger. J'ai des retours d'expérience de concitoyens qui m'expliquent toute la difficulté d'avoir un moyen de paiement qui soit harmonisé, une connectique qui soit la même pour tous. Et donc, on voit bien qu'à travers ces différents enjeux, on doit être en capacité de simplifier la recharge afin qu'elle soit accessible à tous. Jean-Philippe Hermine, vous voulez compléter? Oui, je voulais appuyer les propos de Jean-Marc Zédézé. C'est absolument indispensable de ne pas avoir une logique purement comptable des bornes de recharge. Il faut avoir une approche un peu qualitative de ces bornes en termes de nature, de disposition, et puis travailler sur l'expérience usagée, s'assurer de l'interopérabilité, de la maintenance et de la disponibilité de ces bornes. Donc, encore une fois, ne pas raisonner qu'en chiffres, mais raisonner en qualité de service et bien différencier les conditions rurales, des conditions urbaines, des conditions autoroutières, puisque l'approche est totalement différente et le besoin est totalement différent. Donc, aller un petit peu plus avec une approche un peu plus qualitative et plus fine du besoin. C'est comme ça qu'on satisfera les besoins des clients et des usagers. Alors, un peu en lien avec cette question des bornes de recharge, Aurélien Schuller, vous avez cité tout à l'heure, enfin, parlé tout à l'heure de l'impact de la généralisation du véhicule électrique sur le système électrique. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors là, c'est pour répondre à une critique qu'on a faite ou qu'on a pu faire à la voiture électrique, comme quoi son développement devrait s'accompagner obligatoirement d'une explosion de nos consommations d'électricité. Alors, il faut avoir en tête que un moteur électrique, c'est 4 à 5 fois plus efficace qu'un moteur thermique. Donc, si on remplace une voiture thermique par une voiture électrique, on va consommer moins d'énergie finale, qui est le terme pour désigner soit le carburant, soit l'électricité. Et du coup, l'un dans l'autre, si on imagine, pure expérience de pensée, qu'on convertit l'intégralité des voitures en France, ça ne représenterait qu'en ordre de grandeur 100 TWh. Donc 100 TWh, ça peut faire peur comme ça, mais il faut avoir en tête qu'en France, on produit au-dessus de 500 TWh, donc ça fait de l'ordre de 20% de ce qu'on produit, et même on consomme un peu plus que 400.
Mais convertir tout le parc automobile, c'est bien sûr quelque chose qu'on va pas faire comme ça du jour au lendemain. Si on y arrive d'ici 2035, ce sera déjà très bien. Donc, on a le temps de développer d'adapter le système électrique dans son ensemble pour faire baisser certains usages, notamment dans le bâtiment, de l'électricité, pour laisser de la place, sans changer la production, pour ces usages qui vont se développer dans l'industrie, dans le transport. Donc, par exemple, dans le bâtiment, c'est l'efficacité énergétique qui va permettre de réduire la consommation d'électricité? Tout à fait. Oui, oui, l'efficacité énergétique des appareils de chauffage principalement, mais aussi tout ce qui est production d'eau chaude, éclairage, ventilation, etc. Ok. Donc l'effet net, au final, sera relativement limité et n'aura pas un impact, pourra totalement être absorbé par l'évolution du réseau. Si on en croit les projections de RTE, qui est le transporteur d'électricité en France, il devrait y avoir quand même dans la plupart de leurs scénarios un accroissement de la consommation d'électricité en France, mais avec le fait que se développe la consommation dans le secteur des transports par l'électrification, mais aussi dans les secteurs de l'industrie, soit pour un usage direct d'électricité dans l'industrie, soit pour produire de l'hydrogène bas carbone qui servirait là aussi dans l'industrie, voire dans la mobilité lourde, maritime ou aérienne. Mais l'un dans l'autre, les augmentations ne sont pas rédhibitoires. C'est tout à fait gérable sur le temps long dans un accompagnement de développement du parc électrique. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 minutes. Je crois que nous n'avons pas eu beaucoup de questions de l'audience. Peut-être revenir sur un point que vous avez tous soulevé dans la première partie, qui est sur comment encourager la sobriété, la mobilité partagée, les mobilités douces. Je ne sais pas, monsieur le député, vous voulez commencer? Oui, j'aurais une réponse, et une réponse rapide pour que tout le monde puisse s'exprimer sur cette question importante. La réponse, c'est le forfait mobilité durable. Et donc, c'est l'occasion de lancer un appel à toutes les entreprises pour qu'elles se saisissent de ce forfait mobilité durable qui a évolué, permettant de le rendre toujours plus ambitieux. 500 € permettant d'aller au travail en covoiturage, en vélo, et donc tous ensemble déployons le forfait mobilité durable dans nos entreprises. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres suggestions? Oui, il y a en plus du forfait mobilité durable, qui pourrait devenir obligatoire pour toutes les entreprises, mais plutôt que de parler d'obligation, parlons d'accès à tout pour tous les salariés. Donc, ce fameux forfait mobilité durable pour tous, le renforcement aussi des primes, en gros, l'extension de la prime à la conversion en prime à la mobilité, c'est-à-dire j'abandonne mon vieux véhicule et j'achète un vélo électrique ou vélo cargo. Ça a été une des victoires qu'on attendait depuis les assises de la mobilité et qui a été mise en place avec la loi climat, mais qui pourrait être renforcée parce que le prix des vélos cargo, c'est pas donné. Et donc, ça pourrait être renforcé pour faciliter le déploiement de ces véhicules-là. Et puis, en termes de politique pour accompagner tout ça, il y a évidemment la nécessité de prolonger et renforcer progressivement toutes les politiques d'infrastructure vélo et le soutien au développement des transports en commun et transport à la demande, etc. Ça, on en a absolument besoin. Et tout ce qui va avec et qui va permettre l'intermodalité, et notamment tout ce qui va être parking relais, stationnement, services, etc. Et qui vont permettre réellement aux gens de passer, de diversifier les modes utilisés, voire aller jusqu'à abandonner la voiture dans les zones denses, là où on en a besoin. Et c'est ça qui fera qu'on arrivera à avoir des zones, à avoir la mise en place des zones à faible émission couronnées de succès dans les prochaines années, et ça va être la grosse bataille à venir. Merci beaucoup. Beau chantier, belle perspective. Nous allons malheureusement devoir clôturer cette table ronde. Donc, un grand merci à tous nos intervenants et j'espère que cette table ronde aura contribué à éclairer certains des enjeux autour du véhicule électrique. Et donc, à 14 h commencera la prochaine table ronde du thème transport et mobilité qui portera sur le dernier kilomètre, comment réduire l'impact écologique des livraisons. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.